Que feriez-vous si vous envoyiez régulièrement de l'argent pour aider des enfants africains, mais que vous découvriez ensuite que vos dons finançaient leur maltraitance, la violence et le trafic de drogue? Imaginez les vidéos émouvantes provenant d'Afrique. Des enfants chantent et dansent, accompagnés de slogans tels que « Faites un don pour nos enfants ». Vous envoyez de l'argent. Vous partagez. Vous croyez que vous aidez. Mais la réalité? Cette même petite fille africaine de 5 ans qui vous souriait dans la vidéo est brutalement battue la nuit simplement parce qu'elle s'est fait pipi dessus. Et ce petit garçon africain dont vous vouliez payer l'éducation apprend des pratiques homosexuelles. Et votre argent? Il n'est pas utilisé pour acheter de la nourriture, des médicaments ou des fournitures scolaires. Non, il sert à acheter de l'héroïne, de la cocaïne, de la marijuana, ou à payer des relations sexuelles avec des garçons locaux. Cela vous semble trop horrible pour être vrai? Alors regardez cette vidéo jusqu'au bout. Car ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Ce sont les personnes qui en ont fait l'expérience directe. Des personnes qui sont devenues les victimes de l'une des plus grandes escroqueries dont j'ai jamais entendu parler. Une escroquerie si répugnante qu'elle donne littéralement la nausée. Cette escroquerie s'appelle Tchécoslovaquie Afrique. Et son auteur, selon les témoignages de nombreux témoins, est Yacoub Jal, un homme qui, pendant des années, s'est fait passer pour le sauveur des enfants africains et s'est fabriqué une image de travailleur humanitaire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cet homme se présente comme un combattant anti-culte et accuse d'autres groupes et organisations de choses dont, selon de nombreux témoignages, il est lui-même coupable. C'est pourquoi le moment est venu de faire tomber le masque et de voir qui est qui. Les bénévoles qui se sont rendus en Afrique pour aider, les sponsors qui ont financé la prétendue mission en toute bonne foi, et même les Africains eux-mêmes le disent clairement. Yacoub Jal est un manipulateur dangereux, un agresseur, un psychopathe et un escroc qui a battu physiquement des enfants, les a abusés sexuellement, a attaqué des habitants au couteau, s'est comporté de manière agressive, a consommé des drogues et souffre de graves problèmes psychologiques. Et aujourd'hui, nous allons écouter ces témoignages. Yacoub Sobek ou Yacoub Jal, ce type ne sait même pas lui-même qui il est. Parce que c'est un immense manipulateur, un salaud, et un menteur incroyable. Yacoub Jal est vraiment une personne mentalement très instable, qui fait des choses horribles, il bat des enfants, il le faisait là-bas, et il consomme de la drogue. C'est une personne à qui l'on a diagnostiqué un trouble psychiatrique, un trouble bipolaire de la personnalité. On voyait le mal dans ses yeux. Il l'a en lui, tout simplement. Avant, il fréquentait des milieux satanistes. Il est lui-même Satan. Il cherche vraiment à nuire aux gens, et tout le monde lui demande pourquoi, puisque personne ne lui a fait de mal, personne ne se mêle de sa vie. Alors pourquoi lui se mêle-t-il de la vie des autres et fait-il autant de mal? Eh bien, parce qu'il a ça en lui, parce qu'il est malade. Ah, quand j'imagine Jacob, je vois l'image d'un homme mêlé à des escroqueries. Un menteur, quelqu'un qui trompe les autres, c'est l'image que j'ai en tête. Je ne pense pas que ce soit une bonne personne. Parce que s'il l'était vraiment, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait, tu vois. Pour moi, quand je pense à Jacob, je pense juste à quel point c'est une mauvaise personne. Il manipule les gens pour leur soutirer de l'argent, qu'il dépense pour lui-même. Et non pour aider les enfants. Donc je n'apprécie pas cela. Parce qu'il ne faisait rien de bien, ouais. Pour comprendre pleinement l'ampleur de cette incroyable escroquerie humanitaire orchestrée par Yacoub Jal, une escroquerie grâce à laquelle il a récolté des centaines de milliers de couronnes auprès de nombreux donateurs qui le suivaient sur les réseaux sociaux. Voyons d'abord comment Yacoub est parvenu à créer l'illusion parfaitement crédible d'un orphelinat qui, selon les témoins, n'a jamais officiellement existé. Elle avait toujours rêvé d'aller en Afrique pour aider. Au début, elle voulait y aller par l'intermédiaire de Salésiens, ou quelque chose du genre. Mais ensuite, elle est tombée, quelque part en Tchéquie, sur une organisation qui semblait avoir son propre orphelinat, un certain Yacoub Jal, et ce dernier cherchait des bénévoles pour Noël. Alors Tatiana s'est inscrite. Elle est partie là-bas, valise faite, toute joyeuse. À leur arrivée, il y avait un grand orphelinat, un immense complexe. Elle nous a envoyé différentes vidéos et photos. Donc, tout portait à croire que ces gars-là étaient vraiment compétents, qu'ils se souciaient sincèrement des enfants africains. Tout était parfait, jusqu'à ce que les premiers problèmes surgissent. Et cela, parce que ma fille est un peu rebelle, elle s'est liée d'amitié avec certains enseignants sur place, et à la fin, il s'est avéré ce que Joseph a confirmé, que l'orphelinat ne fonctionnait en réalité pas du tout. Quand j'ai découvert que le projet qu'il avait promis n'était en réalité pas un vrai projet comme il était censé l'être, et que ses enfants n'y habitaient même pas, cela faisait déjà 2 ans à ce moment-là.
C'était simplement un centre communautaire où des enfants venaient jouer. Et Jal le savait. Nous ne pouvions pas le savoir, tout semblait crédible. Les enfants venaient, jouaient, c'était un grand centre entouré de grillages, il y avait même des lits dressés, tout était mis en scène. Un soir, nous y sommes allés, et nous avons constaté qu'aucun enfant ne dormait là-bas. C'est à ce moment-là que nous avons compris que ce n'était pas un véritable orphelinat, pas comme ça aurait dû l'être. Et à l'époque, je le croyais encore, je pensais qu'ils ne savaient pas, que toute cette histoire d'orphelinat était une arnaque. Ce n'était pas un orphelinat comme il aurait dû l'être. En réalité, il y avait plus de 100 personnes en Tchéquie qui lui envoyaient environ 1000 couronnes par mois dans le cadre d'un programme appelé « Adoption à distance » et en échange, il leur envoyait des photos. Mais moi, je n'avais pas compris à ce moment-là, je n'étais là-bas que depuis un mois. Petit à petit, on a compris ce qu'il en était réellement. Et que Jal était impliqué depuis le début, en coordination avec la personne qui dirigeait le soi-disant orphelinat, un Tanzanien nommé Ramadan. Donc, quand un sponsor envoyait 1000 couronnes sur le compte de Jal, il envoyait peut-être 50 couronnes à ce Ramadan. Et en échange, celui-ci lui fournissait des photos d'une centaine d'enfants qu'il attrapait simplement dans la rue, parce que pour une sucette ou un bonbon, un enfant pose comme vous voulez. Et le reste de l'argent ? Il le gardait pour lui. Par exemple, quand nous sommes arrivés à l'orphelinat, j'ai vu qu'il ne se souciait pas du tout des enfants. Il n'en avait rien à faire. Il n'était tout simplement pas bienveillant ou gentil avec eux. Il ne voyait que l'argent dans tout ça. Il avait juste besoin de filmer quelques vidéos avec les enfants pour obtenir de l'argent des gens. Parce qu'avoir de mignons petits-enfants africains dans une vidéo, affamés, qui demandent de la nourriture, ça touche le cœur de toute personne bien. Et lui, il savait parfaitement comment exploiter ça. Mais il n'avait absolument aucun sentiment pour ses enfants. Il ne faisait rien de manière désintéressée. Son seul objectif, c'était d'obtenir de l'argent des gens pour pouvoir vivre. Et puis, par exemple, il voulait décider à ma place de ce qu'on ferait de l'aide matérielle que j'avais apportée, de ce qu'on en ferait. Il ne voulait pas la distribuer aux gens. Et au début, je ne comprenais pas, j'avais apporté 2 valises entières d'aide matérielle que mes amis avaient rassemblées chez moi. Tout le monde avait donné quelque chose. Et lui me disait, laisse ça ici. Ils avaient une pièce où ils stockaient toutes les choses que les gens leur avaient envoyées, et je pense qu'ils faisaient du troc avec, ils ne les distribuaient pas gratuitement. Alors je ne comprenais pas, comment ça se fait que j'apporte 2 valises pleines et qu'on ne me laisse même pas les donner aux gens? Chaque jour, je remplissais quand même un sac à dos entier, et quand on allait rendre visite à quelqu'un, je distribuais. Même s'ils me disaient de ne pas tout leur donner. Mais pourquoi pas? Après tout, c'est pour eux que je l'avais apporté. Bien sûr que ce n'était pas un orphelinat. Il faut comprendre ça. C'était une ruse pour amener les enfants dans un endroit afin qu'il ait quelque chose à vous montrer. Et vous savez, certaines personnes sont pauvres. Alors elles ont accepté, parce qu'il leur promettait qu'il allait les envoyer à l'école, leur acheter des vêtements, leur donner à manger, leur fournir tout. Donc les gens le croyaient, parce que, vous savez, la plupart des gens pensent que ceux qui viennent d'Europe ont de la nourriture et viennent ici pour les aider, vous voyez. C'est ce qu'ils ont fait. C'était un piège. Je veux dire, voilà. Ce sont les enfants dont on prend soin ici, vous voyez. En Tanzanie, il menait une belle vie. Des gens le parrainaient, lui envoyaient de l'argent, il vivait bien là-bas. Il louait 2 maisons. Par exemple, quand il était de mauvaise humeur, il quittait une maison pour aller dans l'autre, en ville. Je crois que c'était un appartement ou quelque chose comme ça. C'est là qu'il utilisait cet argent pour payer des garçons pour avoir des relations sexuelles. Il avait de l'argent et pensait pouvoir contrôler les enfants africains et les responsables africains grâce à l'argent qu'il collectait auprès de vous. Et nous savons qu'il utilise les enfants pour récolter de l'argent. Je contribuais au financement de l'équipement pour faire fonctionner l'orphelinat, pour que les enfants aient de quoi manger, qu'ils puissent aller à l'école, et ainsi de suite. L'argent était envoyé à Yacoub enfin, pas directement à Yacoub, mais à l'organisation Tchéquie Afrique. C'était un compte transparent. Tatiana n'y avait pas non plus accès directement, mais la carte bancaire n'était détenue que par Yacoub et Martin Io, bien que les relevés de compte permettaient de voir les rentrées d'argent. Mais il n'y avait jamais assez d'argent, ils disaient qu'ils avaient acheté ci ou ça, du matériel, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je dise à Tatiana que c'était insupportable, qu'on ne pouvait pas continuer à envoyer de l'argent comme ça tout le temps, que ça n'avait aucun
aucun sens de dépenser autant. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à avoir de graves conflits avec Yacoub. Ce n'est qu'après un certain temps, lorsqu'il n'a plus pu continuer à faire semblant, parce que des gens comme lui peuvent peut-être faire semblant pendant quelques mois, mais leur vraie nature finit toujours par ressortir, que j'ai commencé à découvrir comment les choses s'étaient vraiment passées avant, et qu'il détournait l'argent à son profit. C'est à ce moment-là que nous avons compris que l'orphelinat n'était pas ce qu'il prétendait être. Quand nous avons découvert la vérité, à ce moment-là, mes parents et Madame Monika Katinska nous ont envoyé suffisamment d'argent pour que nous puissions acheter une maison. La décision venait principalement de moi, puisque c'était un cadeau de mes parents, donc j'ai décidé, achetons la maison. Et Madame Katinska a participé aussi. J'espère vraiment que cela parviendra jusqu'aux sponsors, ceux qui envoyaient de l'argent de bonne foi. Mais lui, il disait d'eux que c'était des « putains de blancs » qui enverraient de l'argent de toute façon, parce qu'ils avaient pitié des Africains. Parfois, il se moquait aussi des gens qui envoyaient de l'argent. Il disait des choses comme « Tu sais, on fait ci et ça. On s'attend à recevoir encore plus d'argent. » Ils en riaient. Je ne veux offenser personne ici, mais il disait des trucs du genre « encore plus de putains de fric », ce genre de choses, tu vois. Un petit peu, mais c'était juste des miettes. Comme tout est très bon marché en Afrique, oui, ils achetaient un peu de nourriture et quelques trucs, mais ça coûtait seulement quelques couronnes. Mais les centaines d'euros ou de couronnes tchèques qu'ils recevaient, peut-être même des milliers, je ne sais pas, ils ont tout utilisé pour eux-mêmes. Ils vivaient dans l'abondance, se faisaient plaisir surtout, l'alcool. Yacoub a clairement utilisé cet argent pour payer des garçons pour du sexe, et pour de la drogue. À chaque fois que de l'argent arrivait, la première chose qu'ils achetaient, c'était de la drogue. C'était la priorité. Ils étaient toujours défoncés, tous les soirs, avec des genres de feuilles ou je ne sais quoi. Ils n'avaient pas la passion d'aider les enfants, mais ils avaient besoin de dépenser l'argent qui était censé leur être destiné. De toute façon, ils achetaient de la drogue dans la rue, tu vois. Et avec ce qui vient d'être dit par les témoins, nous abordons maintenant un sujet que je trouve personnellement si répugnant que je ne voulais même pas y croire au début. Le fait que Yacoub Jal ait publiquement appelé les gens via les réseaux sociaux à envoyer des dons financiers à un orphelinat qui n'a jamais officiellement existé est en soi une escroquerie répugnante. Mais ce qui s'est passé ensuite avec cet argent dépasse toutes les limites de l'humanité. Car, comme cela a déjà été partiellement mentionné dans les témoignages oculaires, Jal utilisait l'argent destiné à aider les enfants pour acheter de la drogue et payer des relations sexuelles avec des garçons africains. Mais ce n'est pas tout. Le pire, c'est la façon dont Yacoub traitait les enfants eux-mêmes. Selon le témoignage que vous allez entendre, il les a maltraités physiquement. Il leur a enseigné l'homosexualité. Il les a battus. Il les a humiliés. Et il a détruit leur âme. Et je peux vous dire très franchement que lorsque j'ai commencé à découvrir ces détails répugnants sur la mission de Jal, je n'avais aucune idée que j'allais découvrir un abîme aussi horrible du mal. En fait, je n'avais aucune idée qu'un homme pouvait sombrer aussi bas. Ouais, il me disait plein de choses, ouais. Même sur la Tchécoslovaquie, il me disait qu'il avait un gros conflit là-bas, en Tchécoslovaquie. Le gouvernement l'avait trouvé, tu vois. Il disait qu'il était un vrai dur à cuire, qu'il était très impliqué dans la drogue, tu vois. Là-bas, il aurait fait plein de trucs, tu vois. Il aurait fait beaucoup de choses. Il disait même qu'il avait tué des gens, parfois, tu vois. Ouais, enfin. Je sais pas s'il avait vraiment fait ça. C'est ce qu'il m'a dit, mais, à la fin, je ne croyais tout simplement plus à ce qu'il disait avoir fait. Donc ouais, il a menti à tout le monde ici. Il a menti à tout le monde ici. À cette époque-là, nous avons rencontré un fonctionnaire tanzanien, et quand nous sommes arrivés, il nous a montré un dossier épais. Il contenait toutes sortes de documents concernant Yacoub Jal et Martin Io, prouvant leur implication dans des activités illégales en Afrique. Il y avait des soupçons selon lesquels ils abusaient d'enfants en Afrique, faisaient la promotion du satanisme et de l'homosexualité, ce qui est illégal là-bas. Ils battaient les enfants, consommaient de la drogue et d'autres substances addictives, de la marijuana et même des drogues plus dures comme l'héroïne, la cocaïne, et cela, juste devant les enfants. Et ils faisaient des choses complètement folles, même en public. Il a fait beaucoup de choses. Il dormait avec les enfants là-bas. Et chez nous, on ne permet pas ça, tu vois. Dans notre culture, ce n'est pas acceptable qu'un étranger dorme avec un enfant. Mais quand on lui a dit ça, qu'on ne permettait pas ça, il s'est énervé contre nous et il a commencé à nous insulter, tu vois. Sexualité et apprenait également à ces jeunes garçons comment s'y adonner. Il y avait des problèmes sexuels avec les enfants, il leur apprenait à faire ceci et cela. Et puis je me suis demandé pourquoi nous ne l'avions pas su plus tôt.
Nous aurions peut-être pu le signaler rapidement, mais il était trop tard, car nous ne l'avons compris qu'après avoir rompu toute relation avec lui. J'étais bien sûr très triste à ce sujet. Quand un enfant pleurait la nuit dans sa chambre parce qu'il avait peur du noir, et je parle ici d'enfants traumatisés, d'enfants que nous avions trouvés dans la rue, qui mouraient de faim, dont les parents les avaient abusés sexuellement ou maltraités physiquement de diverses manières, ces enfants avaient peur de dormir dans leur chambre la nuit parce qu'il faisait noir. Alors, quand je leur ai permis de laisser la lumière allumée, Yacoub est venu et a choisi au hasard un enfant, car nous avions 4 petites filles dans une chambre et 5 garçons dans une autre, et il a battu cet enfant devant les autres. Avec un bâton ou quelque chose de similaire, parfois à main nue. Un petit enfant, il s'agissait d'enfants de 5, 6 ou 7 ans. Et il a dit aux autres que s'ils pleuraient, il les battrait de la même manière. Un enfant choisi au hasard. C'était une chose. Une autre était que lorsqu'un enfant se mouillait, il l'emmenait sous la douche, l'aspergeait d'eau glacée, puis le battait également. Jacob est venu en tant que sympathisant du centre. Mais il avait une idéologie différente. Des instincts différents. C'est comme... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui ne fait pas vraiment partie de notre culture africaine. Il collectait beaucoup d'argent, mais il ne disait pas la vérité et a commis une très grave erreur dans notre centre. Il enseignait aux petits-enfants à faire quelque chose de très différent de notre culture, comme... Je ne sais pas quoi dire, mais comme des garçons qui se font baiser par d'autres garçons, qui se baisent entre eux. Quelque chose comme ça. Je peux le confirmer grâce à 2 enfants qu'il a amenés de Dar es Salaam. L'un des enfants s'appelle Abdul. Abdul a été emmené de Dar es Salaam à Moshi et il vivait dans notre centre. Nous avons emmené Abdul à l'école primaire, et à l'école primaire, il a commencé à faire ce genre de choses. Lorsque nous avons essayé de punir Abdul, il nous a dit que c'était Jacob qui lui avait appris. Lorsque Jacob travaillait au Centre Nature et Compétences, il a amené 2 enfants appelés Abdul et Exodi, et Abdul et Exodi avaient tous 2 un très mauvais comportement à l'école, et ils ont rapporté que Jacob leur avait enseigné l'homosexualité. Il était très grossier avec les enfants. Il pouvait leur faire des choses qui n'étaient pas bien ou qui n'étaient pas correctes envers eux, vous voyez? Souvent, avant même qu'ils ne fassent quoi que ce soit, lorsque quelqu'un disait « Oh, Jacobo arrive », les enfants étaient pris de peur, on pouvait le voir dans leurs yeux, ils se mettaient à trembler. Il leur donnait parfois des gifles, parfois des coups, vous voyez. Et je pense qu'au final, son but n'était pas de s'occuper des enfants. Parce qu'après avoir montré que c'était un problème très grave, il a décidé de démissionner. Cela signifie qu'il avait d'autres intentions, peut-être pour obtenir tout l'argent et faire autre chose, vous voyez. Il frappait les filles bien plus que les garçons. Et peut-être que cela venait d'une forme de haine qu'il avait, même envers des petites filles âgées de 5 ou 6 ans, qu'il battait de manière vraiment brutale. Probablement parce que sa mère ne lui a pas donné assez d'amour quand il était petit, et qu'elle changeait souvent d'homme. Il en riait, il utilisait cet argent pour s'acheter ces garçons africains pour lui-même. C'est pour ça qu'il louait la maison où nous étions censés loger. Officiellement pour la communauté, pour une mission. Et en plus, il louait un autre endroit, en plein centre-ville de Moshi, où il allait se divertir. Quand il n'avait pas envie de s'occuper de nous, il partait et parfois restait absent pendant 2 jours. Un jour, Jacob est venu avec beaucoup d'argent, et il voulait que Ramadan et moi le soutenions dans ses pratiques homosexuelles. Mais au final, il ne nous a même pas donné cet argent. C'est pour ça qu'il s'est enfui et qu'il a détruit notre centre. C'est tout ce que je peux dire. Jacob payait certains jeunes adultes pour faire ce genre de choses, du sexe avec lui.
Il payait des adultes pour avoir des rapports homosexuels avec lui. Je le sais parce qu'il essayait de les convaincre en leur achetant de la drogue. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Jakub avait beaucoup d'argent. Il collectait beaucoup d'argent. Il est venu dans notre pays, il abusait de beaucoup de choses. Il apprenait à nos enfants à faire beaucoup de mauvaises choses. Il forçait certains hommes adultes à faire ce genre de choses, sexe. Mais la seule chose que vous devez comprendre, c'est que Jakub venait avec de l'argent. Et l'argent est un problème dans notre pays. Les 4 garçons qui étaient là, qui vivaient à l'orphelinat et travaillaient comme enseignants, venaient, comme je l'ai déjà mentionné, de l'un des plus grands gangs de trafiquants de drogue de Moshi. Dans leur quartier général, dans leur bureau, il y avait littéralement des kilos de marijuana, de cocaïne et d'héroïne partout. Jakub Jal s'y rendait souvent car il était leur ami. Il utilisait même l'argent des sponsors pour leur acheter du matériel et d'autres choses, de sorte que la plupart de l'argent n'allait pas aux enfants, mais servait plutôt à soutenir ce gang de trafiquants de drogue. Et aussi à financer ses divers projets rastafariens et autres projets similaires. J'ai vu ces hommes, il allait souvent leur rendre visite. C'était pour la plupart des rastafariens et autres, et il allait leur acheter de la marijuana, fumer avec eux, etc. Donc, d'une certaine manière, il les soutenait financièrement en leur achetant toujours quelque chose. Et comme il recevait de l'argent de lui, il lui donnait toujours de l'herbe et d'autres produits similaires. Devant les enfants, il prenait souvent de l'herbe et la fumait devant eux. Souvent, les enfants prenaient le joint, comme pour dire « c'est quoi ça ?» et le mettaient dans leur bouche parce qu'il le faisait devant eux. Il consommait également de la cocaïne et de l'héroïne devant les enfants. Jakub était très apprécié des gars qui consommaient de la drogue. Il avait un groupe de gens avec qui il fumait, buvait, allait en boîte, il passait du bon temps avec eux. Certains venaient simplement les voir comme des amis. Il était comme un ami pour ces types-là. Le premier groupe se trouvait à Majingo, là où ils habitaient. Et il y avait pas mal de gars. Ces gars demandaient même après eux quand ils n'étaient pas là. Mais ensuite, ils ont compris, parce qu'ils se rappelaient ce qu'ils recevaient de ces types quand ils étaient là. Ils fumaient de la marijuana, et Jakub leur achetait plein de choses. Alors ces gars se disaient, quand on voit ce Mzungu, c'est sûr qu'on aura à boire aujourd'hui. On va fumer un joint, un peu de weed, un truc comme ça. Mais il y avait aussi d'autres gars. Un groupe qu'on appelle les Malanga Boys. C'est un groupe de gars. Ils passaient beaucoup de temps dans les bars. Ils fumaient beaucoup. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils les emmenaient là où il y avait les enfants. Tu vois? Ils les emmenaient là-bas. Et à un moment, ils dormaient même à l'orphelinat. Ils fumaient ensemble, buvaient, et certains restaient là pour la nuit. Comme un groupe d'amis. Et ce n'était pas juste une personne, ils étaient nombreux. Donc ce gars, Jakub, était très lié à eux, et ils consommaient de la drogue ensemble. Ce que j'ai aussi entendu, c'est que Jakub a tenté de violer 2 hommes africains, et l'un d'eux était en fait un enseignant qui était déjà présent à l'époque où j'étais là. Cet enseignant a lui-même dit que Jakub avait tenté de le violer. Et ce Joseph aurait été la seconde personne à laquelle Jakub s'intéressait, il aurait donc, semble-t-il, aussi essayé d'abuser de lui d'une certaine manière. J'ai rencontré Joseph à la mission. Il les aidait parce qu'il faisait les traductions en swahili. Donc chaque jour, il venait à la maison. Il vivait ailleurs, il avait sa propre vie, mais dès qu'on avait besoin de lui, il venait aider à traduire. C'est comme ça que je l'ai rencontré, c'était une très bonne personne, serviable, respectueuse, il parlait anglais, travaillait comme guide, et naturellement, nous sommes devenus amis. Mais comme je vivais dans la même maison qu'eux, j'ai appris par Jakub qu'il aimait bien Joseph, qu'il voulait le mettre dans son lit.
Pour du sexe, je ne sais pas. Mais quand j'ai quitté la mission, je crois que c'était l'avant-dernier jour, Joseph m'a embrassé pour me dire au revoir. Et ce soir-là, j'ai dit au gars, « Eh bien Yacoub, tu peux oublier, parce que Joseph n'est pas intéressé par les hommes. » Il a dit qu'il m'aimait bien, qu'il était attiré par les femmes. Après ça, Yacoub a cessé de me parler. Il s'est vexé, est allé dans l'autre maison, sans même me dire au revoir. Plus tard, il a commencé à m'attaquer parce qu'en rentrant en Slovaquie, j'ai donné une interview. Je crois que c'était pour la radio slovaque. Et il voulait toujours que je les mette en avant et que je les mentionne dans les interviews, et ainsi de suite. Mais comme je savais déjà ce qui se passait réellement là-bas et comment l'argent était utilisé, que ça n'allait pas du tout, j'ai délibérément choisi de ne pas citer leur nom. Parce que je savais que ce n'était pas une vraie mission humanitaire. Alors après ça, il a commencé à m'attaquer par message. Il disait que j'avais promis de récolter de l'argent pour l'électricité de l'orphelinat. Mais il recevait déjà de l'argent et il aidait à peine là-bas. Il utilisait cet argent pour lui. Et pourtant, il voulait que j'organise une collecte de fonds pour l'électricité. Mon ami, l'un de mes amis. Parce qu'il dormait avec lui là-dedans, et il essayait de le convaincre de coucher avec lui. Il lui promettait tout ce qu'il pouvait. Et avec le temps, il a commencé à lui donner de l'argent, tu vois. Il donnait de l'argent à mon ami, tu vois, pour qu'il fasse ce qu'il voulait, mais mon ami essayait de l'ignorer, tu vois. Un jour, il a voulu le forcer à le baiser, et c'était, tu sais, après minuit. Mon ami est sorti et il voulait aller dormir ailleurs, tu vois. Mais on en a parlé, on l'a vu, quelque chose comme ça, ouais. Donc il faisait plein de trucs, des saloperies. Plein de choses, je peux même pas tout dire. Ils dormaient ensemble là-dedans. Voilà ce que disent ceux qui ont vécu la mission de Yacoub de l'intérieur. Pendant que des donateurs envoyaient régulièrement de l'argent sur le compte de Yacoub, pensant contribuer à créer un foyer sûr pour des enfants, Yacoub Jal menait une vie complètement différente. Le travailleur humanitaire des réseaux sociaux était, en réalité, un agresseur violent et un prédateur. Une hyène se nourrissant d'enfants sans défense. Car ces enfants faisaient confiance à Yacoub. Et il a exploité leur vulnérabilité et leur confiance de la manière la plus répugnante qui soit. Il a aussi trahi la confiance des donateurs qui lui envoyaient de l'argent. Et c'est là une forme de hyénisme à son paroxysme. Imaginez un enfant qui a perdu ses parents. Un enfant qui a traversé l'enfer. Qui n'a presque rien à manger. Qui vit dans des conditions atroces. Et un jour, quelqu'un arrive, lui promet de le sauver, mais finit par le détruire encore davantage. Et pendant tout ce temps, cette personne continue de publier des statuts, de prendre des selfies, de diffuser des vidéos émouvantes. Elle demande plus d'argent. Elle supplie qu'on fasse des dons pour ses enfants. Mais en réalité, ces enfants n'ont jamais été les siens. Non. Ils ont été ses victimes. Et cela ne s'est pas arrêté aux enfants. Les victimes de Yacoub Jal ne se limitent pas aux enfants. Elles incluent aussi des personnes comme Tatiana, sa mère, Monica, ainsi que d'autres sponsors, volontaires et africains locaux. Ces victimes racontent que Yacoub a physiquement agressé Tatiana. Et il a menacé sa mère qui avait déjà envoyé plusieurs centaines de milliers de couronnes à la mission de Yacoub en lui disant que si elle ne lui envoyait pas plus d'argent, il vendrait sa fille à des Africains pour du sexe. Par ailleurs, en Tanzanie, Yacoub a agressé des habitants avec un couteau. Il criait. Il se montrait agressif. Et lorsqu'il s'est fait des ennemis absolument partout, il n'a eu d'autre choix que de fuir le pays. Selon des témoins, il ne peut désormais plus y remettre les pieds. Et savez-vous ce qu'a fait Yacoub après avoir fui la Tanzanie? Il a fait exactement ce que font tous les psychopathes, il a retourné toute la saleté contre les autres. Sur les réseaux sociaux, il a soudain commencé à se présenter comme une victime. Comme un pauvre homme qui aurait soi-disant été volé par des Africains. Comme un homme à qui l'on aurait volé son orphelinat. Puis il s'est mis à détruire la vie de ceux qui connaissaient la vérité. Il a diffamé Tatiana, Monica et d'autres sur les réseaux sociaux, de manière abjecte. Il a inventé sa propre version fantasmée de toute la mission en Afrique. Il a menti constamment. Il a envoyé des messages de menaces. Il a attaqué des gens en ligne. Il a dressé d'autres personnes contre Monica et Tatiana. Il a calomnié des sponsors et des volontaires honnêtes, des gens qui, contrairement à lui, n'étaient pas venus en Afrique pour consommer de la drogue et abuser des enfants, mais pour vraiment aider. Et Yacoub Jal continue tout cela, mais sous une autre apparence. Il n'est plus un activiste humanitaire. Il est désormais un soi-disant expert des sectes qui propagent la haine, le mensonge, et salit des organisations, associations, écoles et groupes qui, eux, aident réellement les gens. Qui font réellement quelque chose pour les enfants, pour les personnes, et pour notre monde.
Mais nous y reviendrons. Pour l'heure, écoutons les témoignages de ceux qui racontent comment Yacoub a détruit leur vie et comment il a réagi quand ses mensonges ont été dévoilés. Souvent, lorsque je prenais la défense des enfants, Jal me repoussait violemment ou m'agressait, donc oui, moi aussi. J'avais souvent des bleus ici, sur le bras. Question, est-ce que Jacob a aussi attaqué physiquement ton frère? Réponse, oui, avec un couteau. Avec un couteau, oui. Avec un couteau. Avec un couteau. Quand mon petit frère est allé là-bas, Jacob était furieux, il parlait d'une voix forte, et il avait oublié tout ce que mon petit frère et moi avions fait pour lui. C'était comme, non, je ne veux pas. Comme quelqu'un en train de se battre avec un couteau. Il tenait un couteau, il essayait d'attaquer un de mes amis, tu vois. Mais je pense, il avait fumé de l'herbe, j'espère. Il était complètement défoncé, alors il a essayé d'attaquer mon ami avec un couteau, tu vois. Il était vraiment agressif avec moi, peut-être parce que je comprends certaines choses sur le monde, même si je ne suis pas très instruit. Il était agressif parce que je savais certaines des choses mauvaises qu'il faisait, comme prendre de l'argent de son gouvernement et n'en dépenser qu'une petite partie pour les enfants. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais il était très agressif envers moi. Ici, on n'a pas besoin de frapper qui que ce soit. Parfois, il traitait les gens comme des chiens. Un sénateur de la ville nous a aidés, mais je me souviens qu'à l'époque, il a demandé comment les choses allaient se régler, et il m'a regardé, puis a dit à Jal, eh bien, alors je la veux. Et il le pensait vraiment. Et Yacoub a répondu, d'accord, tu peux l'avoir. J'ai dit, attends, il ne plaisante pas, mais Yacoub a dit, ne t'inquiète pas, il plaisante. Finalement, tout s'est arrangé. Mais un jour, alors que j'étais là, seule, je précise, ce sénateur est entré dans la maison avec 2 hommes et m'a dit que j'avais 5 minutes pour faire mes valises. À ce moment-là, Yacoub et les enfants étaient en excursion. Ils sont revenus quelques minutes seulement après que ces 3 aient fait irruption dans la maison. Et j'ai dit, et maintenant Yacoub? Il a appelé ma mère, il lui a dit qu'elle avait 2 jours pour envoyer 1 000 €, sinon il allait me donner aux Africains. Il a dit que sa décision était irrévocable. Et il m'a pris mon téléphone pendant 2 jours. Le premier signal d'alarme, c'est quand Annika m'a raconté à quel point il la traitait horriblement. Ensuite, un homme du coin les a aidés là-bas, et Yacoub Jal m'a dit que soit j'envoyais l'argent, soit il allait simplement vendre Taha pour une nuit. Là, j'ai dit, stop, ça suffit. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se faire une idée plus claire de Martin Io et de Yacoub Jal. Et au final, probablement quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir, je suis venue sur place avec ma fille cadette pour vérifier tout par moi-même. Les Tanzaniens avaient déjà remarqué que la manière dont il battait les enfants n'était pas normale, et que la façon dont il avait commencé à me traiter n'était pas correcte non plus. Et même avant cela, 2 ou 3 semaines avant qu'il sache que ma mère allait venir et l'exposer avec toutes les preuves, il avait lui-même commencé à monter les choses contre les Africains, afin de pouvoir plus tard tout leur faire porter. Il voulait faire croire qu'il était parti à cause des Africains, et il comptait diffuser cette version sur les réseaux sociaux, que c'était surtout à cause de moi et des Africains. Mais ce n'était pas la vérité. La vraie raison, c'était ces escroqueries. Alors, au final, il a essayé de rejeter toute la faute sur les Africains et a commencé à les accuser de lui avoir volé de l'argent, prétendant qu'il leur avait donné de l'argent, alors qu'en réalité, ce n'était pas vrai. Quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, quand il a su que j'allais venir, il m'a envoyé un document dans lequel il listait des lits, des matelas, et je ne sais plus quoi d'autre. Mais ça m'a déjà paru étrange, comment un matelas pouvait-il coûter plus cher qu'un lit, là-bas? Le frigo coûtait tant, telle autre chose coûtait tant. Ensuite, je leur ai encore envoyé de l'argent pour une machine à laver, qu'ils sont allés acheter, mais à partir de ce moment-là, je leur ai dit qu'ils allaient devoir tout me montrer. J'ai aussi donné de l'argent pour d'autres équipements, parce que les enfants n'avaient rien. Et quand je suis arrivée, j'ai été choquée. Le frigo n'avait rien à voir avec ce qu'il m'avait dit, soi-disant grand, beau, et ainsi de suite. C'était un vieux frigo rouillé, sorti d'une casse. Les enfants avaient bien des lits superposés, mais je crois que dans une des chambres, il n'y en avait qu'un seul. 2 enfants dormaient dans le même lit. 2 ou 3 par lit,
et cela dans 2 pièces. Un autre lit était dans le salon. Elle est venue avec des informations selon lesquelles il aurait détourné environ 2 millions de couronnes tchèques au cours des 2 ou 3 années où il a été actif en Afrique, de l'argent qui est allé directement dans sa poche. Et ce n'est que depuis le compte transparent. Sans compter, comme je l'ai dit, tout ce que les gens envoyaient en plus directement sur son compte personnel. Il est parti. Un instant plus tard, il est revenu en hurlant. C'est difficile à décrire. Nous étions tous sous le choc. Il criait que Tatiana allait aller en prison simplement parce qu'un jour, elle avait aidé une femme atteinte d'une infection osseuse. Elle lui avait nettoyé et soigné la plaie. Tatiana, elle l'aidait, elle la soignait, tu vois. Parfois, même à minuit, elle venait lui donner ses médicaments, la soigner, la laver. Et puis il est revenu en disant que Tatiana allait aller en prison, que la famille Malingo préparait une attaque contre elle, qu'ils allaient la passer à tabac, et que ce serait mieux qu'il l'attrape avant la police, ou encore que la femme était en train de mourir, qu'elle avait une forte fièvre et que sa jambe était pleine de pus. Mais Jakub, lui, était dans la rue en train de dire des conneries sur mon équipe, sur Tatiana, qu'elle voulait tuer cette femme, qu'elle n'avait aucune compétence, tu vois. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais estomaquée. Il y avait d'autres témoins aussi, y compris sa bénévole, Katka. J'étais complètement sous le choc. Je ne savais pas si je devais appeler un avocat en Slovaquie ou réserver un billet pour que Tatiana puisse s'enfuir. Finalement, les garçons qui nous aidaient à faire tourner l'orphelinat ont dit qu'ils allaient aller vérifier ce qu'il se passait, parce qu'il fallait tirer ça au clair, et que, de toute façon, ils n'avaient rien entendu à ce sujet. Ils disaient que si quelque chose de grave s'était vraiment produit, la famille Malingo ou quelqu'un d'autre serait déjà venu nous voir. Alors d'abord, Tatiana est partie en courant avec 2 des garçons, Rama et son copain de l'époque, et je les ai suivis. On est arrivé à la hutte dans la colonie où vivait la famille Malingo. Personne ne nous a arrêtés en chemin, même s'ils nous ont vus courir et savaient qu'il se passait quelque chose. Quand nous sommes arrivés, la femme était juste assise sur son lit. Tatiana était arrivée quelques minutes avant moi, et son fils la serrait dans ses bras. La femme tenait les mains de Tatiana et pleurait. J'étais bouleversée, qu'est-ce qui se passait? Il la remerciait énormément, disait que leur mère allait enfin pouvoir se faire opérer, parce que Tatiana lui avait guéri la jambe, qu'elle était en bonne santé. Je me suis assise sur le lit, dans cette toute petite hutte, et j'ai fondu en larmes comme une enfant. Son fils m'a remercié à genoux, et la mère m'a dit que j'avais élevé une fille extraordinaire. Je n'ai vraiment pas compris ce qui avait pu se passer dans la tête de Jakub. C'était un tel choc. Et là, je me suis fâchée qu'ils ne viennent pas me chercher. Je me suis levée, je suis partie seule, et plus tard Tatiana m'a rejointe à l'orphelinat. Jakub, lui, avait déjà disparu, il était parti juste avant moi. Quelqu'un l'avait emmené dans un de ces pousse-pousse qu'ils ont là-bas, et il s'était volatilisé. Il avait laissé Katka, la bénévole, là avec nous, et il avait emporté la carte bancaire sur laquelle les dons à l'orphelinat étaient envoyés. À la fin de la journée, il en était venu à vouloir s'enfuir de l'orphelinat, à cause de toutes les conneries qu'il racontait. Et quand il s'est enfui, il a pris tout l'argent avec lui. Il avait juste besoin de créer un certain drame pour pouvoir partir de son plein gré et éviter toute confrontation parce qu'il savait qu'il allait devoir me remettre le rapport financier. Il a fui le pays. Il n'est jamais retourné dans ce pays par la suite. Je crois même qu'il a même enregistré des vidéos et commencé à écrire un livre, disant que Tatiana est une menteuse, que nous lui avions volé l'orphelinat, et je ne sais quelles autres absurdités encore. Alors qu'en réalité, il n'y a pas investi un seul centime, et n'a rien acheté du tout. Il a téléchargé une photo celle d'une femme blanche avec 6 Africains, a utilisé mon visage et a commencé à diffuser des messages tels que « Je suis une voleuse » et d'autres mêmes similaires. Je dois mentionner que même sa mère partageait ces mêmes. Au moins, nous savons maintenant de qui il tient probablement son état mental. Elle a commenté toutes mes publications, tous mes commentaires sur Facebook, même mes photos habituelles, comme celle d'un voyage en Afrique, vraiment partout. Puis, des membres de sa secte ont commencé à m'envoyer des messages, me traitant de voleuse et prétendant avoir eu des expériences personnelles avec moi. Quelles expériences? Il ne m'avait jamais vu en vrai. Il avait vraiment beaucoup d'adeptes dévoués dans sa communauté satanique. Les attaques ont commencé sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Ils ont inventé des mensonges à mon sujet, que j'avais organisé une fausse collecte de fonds, que j'avais pris l'argent des gens pour m'offrir des vacances en Afrique avec Joseph. Et ça s'est répandu sur les réseaux à une vitesse incroyable. Les gens ont commencé à m'attaquer, à m'insulter, à propager des rumeurs à mon sujet.
J'étais sous une énorme pression, de toutes parts, de la part de gens que je n'avais jamais vus ni rencontrés. Et je ne savais pas comment me défendre, alors j'ai commencé à publier des vidéos tournées en Afrique, comme moyen de me justifier. Ils ont même inventé des histoires comme quoi je les aurais agressés, que Joseph et moi étions allés chez eux avec des torchers pour essayer de mettre le feu. Et quand ça a été publié sur Facebook ou je ne sais où, on était littéralement allongés dans notre chambre d'hôtel, en train de passer une soirée tranquille. Ils ont inventé des choses complètement délirantes sur nous. Et tout a commencé quand il a inventé un mensonge à mon sujet, que j'avais organisé une fausse collecte de fonds, gardé l'argent, et que je profitais de vacances à Zanzibar avec Joseph. Totalement faux. Je n'ai jamais organisé de collecte. Je n'ai qu'un seul compte bancaire. Tout cela est vérifiable. Mais essayer de se défendre contre lui sur les réseaux sociaux, alors que je n'ai aucun abonné et qu'il en a plein, c'était mission impossible. Ce qu'il m'a fait, c'était vraiment un enfer total. Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir. Je dois dire que, sur ce point, j'étais peut-être un peu plus solide mentalement que d'autres. C'est un psychopathe, il peut inventer ce qu'il veut sur n'importe qui. Il peut vraiment nuire aux gens via les réseaux sociaux, les gens croient tout ce qu'il dit. Il a une manière de parler très convaincante, c'est un bon orateur, il sait comment vendre une histoire. Mais en même temps, c'est un psychopathe. Il sait exactement ce qu'il fait, ce qu'il veut obtenir. C'est un manipulateur hors pair. Si Yacoub se sent tellement offensé et se prend pour une sorte de sauveur qui ne fait que des bonnes actions, alors pourquoi a-t-il un problème à nous contacter ? Pourquoi ne peut-il pas simplement répondre aux questions et affronter une confrontation devant la caméra ? Moi, je n'ai pas besoin de lui poser de questions, ces messages me suffisent, ce que lui et Martin Io m'ont écrit. J'ai aucun souci avec ça, j'ai tout sauvegardé en capture d'écran. Parce que je connais très bien les psychopathes manipulateurs comme lui, ils m'ont bloqué tout de suite, mais j'ai quand même gardé toutes les captures, toute la conversation. Donc ça ne me pose aucun problème. Ce qui me dérange, c'est qu'il se cache derrière une caméra, qu'il balance des ordures dans l'espace public, en se faisant passer pour une victime ou je ne sais quoi. Mais si tu as quelque chose contre Monica, contre ma fille, contre moi, il y avait aussi d'autres bénévoles là-bas, alors viens, et on enregistre tout ça. Il est juste comme quelqu'un qu'on aurait trompé. Et je pense qu'il est très malin. Si toi tu n'as pas assez d'intelligence, que tu le suis et que tu es occupé, tu ne peux pas t'en rendre compte rapidement. Parce que quand il parle de quelque chose, il peut en parler de manière très agréable. Et il est très fort pour déformer les mots. Il peut manipuler, et tu comprends ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce qu'il veut vraiment dire. Yacoub devrait se reconvertir en écrivain, mais sans insulter de vraies personnes, parce que le plus gros salopard qui existe, c'est Yacoub. Et crois-moi, j'en ai rencontré beaucoup des gens comme ça, j'en ai même côtoyé dans ma vie. Mais ce qu'il fait là, c'est d'un tout autre niveau. Et j'ai encore une autre histoire, quand on est revenu de Zanzibar à Moshi, je voulais aller voir l'orphelinat. Et là, on est tombé sur Yacoub, il travaillait à ce moment-là avec Martin Io. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. On les a rencontrés là-bas, et à ce moment-là, tout était déjà en train de se passer sur les réseaux, ils me diffamaient. Et bien sûr que j'étais en colère, parce que rien de tout ça n'était vrai. J'étais furieuse, comment il osait inventer de tels mensonges à mon sujet ? Donc, quand je l'ai vu à l'orphelinat, je suis allée vers lui. J'ai commencé à le frapper, par colère, je voulais lui parler en face et lui demander ce qu'il croyait faire à raconter de telles choses sur moi. Il m'a répondu un truc, et ma main est partie, je lui ai mis un coup au visage. Mais je ne savais pas que Martin Io était derrière moi et qu'il filmait toute la scène. Ils ont filmé, et ils ont complètement déformé l'histoire. Ils ont fait croire que je l'avais agressé sans raison. Ce qui est faux. Je voulais juste lui parler de tout ça, il m'a répondu d'un ton sarcastique, et j'ai réagi. Mais eux, ils ont fait une vidéo où on ne voit que ce qu'ils veulent montrer et une nouvelle vague de haine s'est abattue sur moi, encore des insultes. Ils savaient exactement comment tout manipuler. Jeanne n'a jamais cessé de m'attaquer et de me diffamer, et c'était pareil pour Lanka Olkova, Martin Io, et les membres de leur secte, cette secte satanique qu'ils ont fondée. Quand Yacoub Jal a lancé sa communauté satanique en République tchèque,
J'ai aussi eu une expérience très troublante. Après la diffusion de la vidéo, j'ai été abordée 2 fois, de nuit, je précise, par des amis à lui. C'est arrivé alors que je montais dans le tram à Brno. Ils m'ont demandé si j'étais la voleuse de la vidéo. J'étais complètement figée, et j'ai dit, non, ce n'est pas moi, c'est Yacoub Jal qui a toujours tout volé. J'ai eu de la chance qu'il y ait du monde autour, parce qu'un d'eux m'a carrément menacée. Il m'a dit que je devrais faire attention à où je vais, où je me trouve, parce qu'il me retrouverait n'importe où. Ça a été une expérience énorme pour moi, mais j'ai voulu effacer tout ça de ma vie, être entraîné dans un monde aussi sombre, aussi malveillant. La façon dont il dirigeait cette communauté satanique. Il incarne vraiment Satan. Une fois que les gens découvrent qui il est vraiment, plus personne ne veut avoir affaire à lui. Yacoub, si tu étais resté et que tu ne t'étais pas enfui, si tu m'avais attendu, je pense que tu ne ferais plus de vidéos comme celle-là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu dis du mal de toutes les organisations? Yacoub, tu calomnies les gens, et là, je regarde droit dans la caméra et toi, regarde-moi droit dans les yeux. Regarde-moi en face. Tu es une mauvaise personne, et malheureusement, ta mère t'encourage là-dedans. Parce que quand on lui a écrit à propos de 4K que tu avais abandonné et de ton comportement, elle s'est mise à nous hurler dessus. Tu as pris l'argent, tu t'es caché. Et quand tu as appris que j'arrivais, tu as acheté ton billet d'avion à l'avance, parce qu'il est impossible que tu aies trouvé un billet comme ça en seulement 3 jours. Tu l'avais prévu. Tu manipules les gens, et chaque mot que tu dis est un mensonge et honté, immonde. Et j'attends le jour où tu auras enfin le cran de venir dire à quel point tu es juste, à quel point tous les autres maltraitent les enfants, que tous les autres sont des voleurs et que tu me contacteras, qu'on s'assiera devant cette caméra que tu aimes tant utiliser. Faisons un live. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir cette discussion avec toi. Pas dans un montage coupé, manipulé, où tu pleures en disant que Tanika t'a volé, que c'est une mauvaise personne, une manipulatrice. Pauvre de toi. Non, c'est toi l'enfoiré, avec Martin Io. Vous avez tous les deux vécu en Afrique avec l'argent des sponsors, sans aucune honte. Et ce n'est que plus tard que j'ai appris pour les abus. Si j'avais su tout ça à l'époque... Yacoub, tu n'avais pas besoin de t'enfuir. Tu aurais pu rester à l'orphelinat. Tu as vraiment peur d'une seule femme? C'est mon message pour toi, si jamais tu entends ça, parce que tu m'as bloqué partout. Je ne peux même pas laisser un commentaire nulle part. Tout ce que vous venez d'entendre, ce sont les témoignages de personnes qui ont connu personnellement Yacoub. Des personnes qui ont investi non seulement leur argent, mais aussi leur cœur pour aider des enfants en Afrique. Et comment Yacoub les a-t-il remerciés? Il les a publiquement dépeintes comme des voleuses. Il a écrit un livre rempli de mensonges et d'absurdités. Il s'est fait passer pour une pauvre victime qui aurait été volée par des bénévoles et des Africains locaux. Et c'est exactement comme cela que se comporte chaque sociopathe, il projette sa propre saleté sur les autres. Il projette ses propres crimes sur des personnes et des organisations innocentes. Alors Yacoub, écoute-moi bien, tu peux continuer à te débattre autant que tu veux. Tu peux menacer. Tu peux attaquer. Tu peux mobiliser tout ton ancien culte satanique s'il reste encore quelqu'un qui te soit fidèle, à part Martin Io. Même un ancien membre de ton culte, Svatopluc Izek, a confirmé que c'était Théoï qui manipulait constamment les gens, qui agissait de manière agressive, paranoïaque. Continue donc à te présenter comme une victime sur les réseaux sociaux. Si tu en as le courage, continue à faire passer pour des voleuses des personnes honnêtes celles qui t'ont envoyé des centaines de milliers de couronnes pour aider des enfants. Cet argent que tu as transformé en drogue. Cette confiance que tu as trahie de la manière la plus immonde qui soit. Et vas-y, menace aussi avec des poursuites judiciaires. Je viendrai volontiers en Tanzanie. Et crois-moi, il y a largement assez de personnes prêtes à dire la vérité sur ce que tu y as fait. Mais je veux dire une chose, cette vidéo n'a pas été réalisée pour te salir, Yacoub. Non. C'est Théoï qui salit depuis longtemps un grand nombre de personnes, moi y compris, ainsi que ma compagne. Cette vidéo a été faite parce que je voulais savoir à qui j'avais affaire. Je voulais savoir qui était cet individu capable d'inventer des histoires répugnantes et dépravées, et de répandre la haine partout où il passe. Je te l'ai même écrit, à l'époque, dans les commentaires sous l'un de tes horribles posts. Mais je ne savais pas à quel point j'étais proche de la vérité. Et quand j'ai découvert le site de ton ancien culte satanique, que tu dirigeais, et sur lequel on peut lire, je cite, « Le sexe est le chemin divin, pas la damnation. Si le paradis existait, on baiserait notre chemin vers le salut. Le sexe est le chemin vers la vie éternelle, l'orgasme est un avant-goût de l'éternité. » C'est là que tout a commencé à s'éclairer pour moi. Car chaque fois que tu accuses d'autres groupes de certaines pratiques ou d'autres choses, en réalité, tu parles de toi. Et crois-moi, cette vidéo n'est que le début. De nombreuses personnes peuvent dire la vérité sur toi.
Alors j'en appelle à tous ceux qui ont une expérience personnelle avec Yacoub Jal, tous ceux qu'il a blessés d'une manière ou d'une autre, qu'il a calomnié publiquement, dont il a détruit la réputation. Écrivez à l'adresse dojjal@post.cz. Et pour reprendre ta propre rhétorique, Yacoub, je fais ça pour ton propre bien. Après tout, tu prétends que tu fais tout cela parce que tu veux aider les victimes de sectes. Mais tu sembles avoir complètement oublié une chose. La personne qui a vraiment besoin d'aide, c'est toi. Tu sais très bien dans quel état mental tu te trouves. Et tu sais ce qui l'a causé. Peut-être la drogue. Peut-être des traumatismes d'enfance. Mais une chose est certaine, tu ne pourras jamais te cacher de toi-même. Tu peux mentir devant la caméra. Tu peux écrire des livres remplis de mensonges. Tu peux accuser tout le monde. Mais lorsque la lumière s'éteint le soir et que tu es seul face à ta conscience, c'est à toi-même que tu dois faire face. Et face à cette vérité-là, il n'y a nulle part où fuir. Et maintenant, terminons en écoutant les témoins parler de la santé mentale de Yacoub. Il nous a raconté pas mal de choses sur sa vie, y compris qu'il avait été diagnostiqué avec un trouble bipolaire, un trouble pour lequel, à ma connaissance, il n'est toujours pas soigné. Sinon, les choses seraient sans doute différentes, y compris son comportement. Il disait aussi parfois une chose, puis, le lendemain, il ne s'en souvenait plus. Donc vraiment, c'est comme une double personnalité. C'est réellement une double personnalité. Et d'où est-ce que tout ça vient? Yacoub, tu sais ce que tu nous as raconté de ton enfance. Tu sais par quoi tu es passé. Ce pourquoi tu as été soigné. Je ne suis pas là pour te juger. Mais ne déverse pas ta colère sur des gens innocents, sur des inconnus. Je pense que tu sais très bien qui est la personne qui a provoqué tout cela en toi. Et cette personne, elle est toujours près de toi. Il admettait souvent qu'il ne savait même pas vraiment qui il était. C'est ainsi qu'il me le décrivait dans ses moments de faiblesse, surtout lorsqu'il était sous influence, mais parfois même quand il ne l'était pas. Même si, pour être honnête, il était défoncé tous les jours, donc on ne savait même plus quand il avait pris quelque chose et quand il ne l'avait pas fait. Il disait que parfois, il ne savait pas quelle personne était en lui, parce qu'il avait vraiment deux personnalités, peut-être même plus. Mais je crois qu'il s'en vantait même publiquement, qu'il avait eu une vie vraiment difficile, et ainsi de suite. Mais je ne pense pas que qui que ce soit ait vraiment le droit de commenter sa vie, qui a fait quoi. Nous ne sommes pas qualifiés pour ça. Je ne peux parler que de ce que j'ai vécu personnellement. C'est un malade. Il ne pense qu'à lui-même et peut blesser n'importe qui, de n'importe quelle manière. Il n'a ni honte, ni limite. Honnêtement, tout est faux chez lui. Yacoub ne confronte jamais les gens qu'il ne peut pas dominer. En fait, il ne confronte personne. Il se cache juste derrière une caméra et enregistre ses petites vidéos ridicules, naïves, auxquelles, malheureusement, il croit vraiment. Il croit à ses propres contes de fées. Qu'il y croit, soit. Mais qu'il n'entraîne pas des gens innocents là-dedans. Par exemple, ce qu'il a dit sur Monica, c'était une ordure absolue. De la crasse pure. Et ce garçon n'a même pas peur du fait que Monica n'était pas seule là-bas, elle avait d'autres amis avec elle. Et ces personnes sont, par exemple, des journalistes, des présentateurs, pas des bons à rien ou des drogués sans mémoire. Ce sont des gens qui ont une capacité intellectuelle, de vraies compétences, pas des escrocs. Et pourtant, il n'a pas peur d'ouvrir sa grande bouche à propos de personnes comme ça. Aucune peur qu'un jour quelqu'un le confronte. Aucune peur de dire du mal de Tanika alors qu'il sait que c'est nous qui avons payé pour tout ça, que nous étions les sponsors. Qu'il sait que son propre ami était là à ce moment-là. Qu'il y avait 3 autres témoins. 4 personnes extérieures, plus moi. Et il y avait aussi d'autres bénévoles. Et pourtant, il se cache derrière une caméra et se met à raconter n'importe quoi, des mensonges, sans jamais confronter les personnes réellement concernées. Ou alors il écrit un livre. Et je vais te dire une chose, si jamais je mets la main sur ce livre, Yacoub, et que je vois le nom de ma fille dedans, ou si tu écris quoi que ce soit sur elle, les autres organisations qui t'ont poursuivi en justice ne seront rien comparé à moi quand je te poursuivrai. Je te traquerai. Et je t'ai déjà promis cela, quand on s'est rencontrés en personne à Moshi. Cela fait 5 ans que j'étais là-bas, et il continue encore à semer le désordre, à faire des choses de pire en pire. Quelqu'un doit enfin l'arrêter. Quelqu'un doit prendre cela au sérieux, parce que ce n'est pas normal. Une seule personne ne devrait pas pouvoir faire autant de mal.
Il détruit des gens, même sur les réseaux sociaux, il calomnie des fondations qui essaient de bâtir quelque chose de solide, il attaque des gens qui font un travail honnête et réel. Et lui, il se nourrit de ça, il vit grâce aux vues, il nourrit son ego et blesse des gens qui, eux, travaillent dur. Et ce n'est pas juste. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Il faut que cela soit résolu, quelqu'un doit vraiment agir et enfin l'empêcher de continuer à nuire. Ce qui me rend triste, c'est que cette personne ne veut en réalité aider personne, elle ne cherche qu'à faire du mal. Et c'est précisément pour cela que la plupart des organisations qui aident vraiment les gens, comme Alatra ou Care for Children, qui aident sincèrement les enfants, finissent par être prises pour cible par lui. Il a besoin de se construire un nom en les attaquant, parce qu'il sait qu'il vit du fait que les gens le regardent. Alors Yacoub, tu as la conscience lourde. Parce que quand tu ne pouvais plus attaquer un groupe, tu t'en es pris à d'autres, comme je le vois parfois dans tes vidéos, à d'autres organisations. Mais tu n'as jamais su vraiment aider les enfants, parce que tout ce qui t'importe, c'est toi-même. Oui, va confronter la personne qui t'a fait ça quand tu étais enfant. Règle ça. Mais n'essaie pas de compenser en balançant ta boue sur le monde entier, en insultant et en calomniant les gens avec tes fantasmes délirants. Tu as un problème à affronter les gens en face, alors voici mon invitation. Viens. Je paierai même ton voyage. J'entends dire que tu calomnies une organisation qui, elle, s'occupe réellement des enfants alors quel est ton problème à regarder les membres de son conseil d'administration dans les yeux? J'ai entendu dire que tu as fait une vidéo sur une jeune femme, en l'accusant d'orgie sexuelle. Est-ce que tu serais capable de lui dire ça en face? De lui parler directement? Parce que si jamais tu disais quelque chose de ce genre sur ma fille, tu n'aurais plus le courage de te tenir devant une caméra. Parce que je ne suis pas certaine que tu pourrais encore te tenir là, avec la conscience tranquille. Un jour, tout ça te rattrapera, parce qu'un jour, quelqu'un te confrontera. Et c'est ainsi que s'achève ce documentaire sur le vrai visage de Yacoub Jal. Cette histoire ne parle pas simplement d'un seul individu. C'est un exemple parfait du fait que l'idéologie anticulte et antisecte que Yacoub promeut n'attire que des marginaux et des psychopathes qui prennent plaisir à détruire la vie des autres. Parce que lorsqu'on regarde ce que font les activistes anticultes à l'échelle internationale, on trouve un taré à côté d'un autre. Par exemple, en Ukraine, il y a Irina Kremenovska, une sadique qui torturait des animaux et qui s'est ensuite présentée comme une experte des sectes. Elle est aujourd'hui poursuivie pénalement. Et Yacoub Jal cite régulièrement le travail de cette fanatique dans ses vidéos. Puis, aux États-Unis, on retrouve des anticultes bien connus comme Steven Hassan ou Rick Alan Ross, liés à ce qu'on appelle la déprogrammation, une méthode sadique où des personnes étiquetées comme membres de sectes subissent des violences psychologiques, physiques, voire sexuelles, censées les libérer de leurs prétendues croyances sectaires de cette manière perverse. Et ils ont été poursuivis pour ces méthodes violentes. Et pourtant, ils prétendaient aider les victimes de sectes. Donc violer des gens, c'est les aider? Et toi, Yacoub? C'est pour ça que tu as créé ton site, pour aider les victimes de sectes? Ça veut dire que tu veux les aider, comme tu as soi-disant aidé les enfants en Afrique en abusant d'eux et en les frappant, d'après les témoignages. Maintenant tu veux aider les personnes que tu qualifies de membres d'une secte de la même manière. Et en plus, tu veux que les gens te paient pour ça? Et Alexander Dvorkin, alors? Ce principal idéologue russe, qui a lui-même créé une secte totalitaire, est-ce qu'il t'inspire, Yacoub? Est-ce vraiment un hasard si son livre idéologique s'appelle exactement comme ton profil de réseau social, sectologie? Est-ce que cela signifie que tu fais partie de son réseau, ou pas? Tu es lié à un faux qui a subi plusieurs expertises psychiatriques et qui, selon des témoignages, maltraitait ses étudiants, allant jusqu'à les forcer à manger des excréments? Alors, quelle est la vérité? Difficile à dire. Peut-être que tout ce que Yacoub diffuse sur Internet n'est que le produit de son imagination malade. Mais, quoi qu'il en soit, ce documentaire prouve que la personne qui se présente comme un combattant contre les manipulations et les sectes est en réalité le plus grand manipulateur de tous. Alors la prochaine fois que vous tombez sur un contenu de Yacoub Jal, rappelez-vous de ce que, selon les témoignages de bénévoles, de donateurs et d'Africains locaux, il a réellement fait. Et si vous avez regardé jusqu'ici, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Diffusez ces informations par tous les moyens possibles. Parce que c'est important. La seule raison pour laquelle je fais toutes mes vidéos, c'est parce que je crois que nous pouvons vivre dans un monde meilleur. Parce que je comprends l'époque dans laquelle nous vivons. Et j'ai pris mes responsabilités. Je ne peux pas rester là, les bras croisés, pendant que notre monde fonce droit vers, on ne sait où.
Je crois sincèrement que chacun de nous est un créateur de réalité. Et que chacun décide de ce à quoi ressemblera notre avenir. L'histoire nous enseigne que le plus grand mal dans ce monde est causé par l'indifférence. Et c'est exactement pour cela que je soutiens le mouvement Allatra. Parce qu'il rassemble un immense nombre de personnes dans le monde entier, des gens qui se préoccupent réellement de là où nous allons. Qui veulent un monde digne d'être vécu pour eux-mêmes et pour les générations futures. Et qui font concrètement quelque chose pour y parvenir. Les scientifiques du mouvement Allatra proposent depuis longtemps à l'humanité des solutions concrètes et fondées scientifiquement. Ils ne le font ni pour la gloire, ni pour l'argent. Ils le font parce qu'ils se soucient sincèrement de notre avenir. Et c'est pour cela que je fais ce que je fais. Et peu importe tous les mensonges et toutes les calomnies que Jakub Jal peut inventer dans son imagination déformée, je continuerai. Parce que, contrairement à Jakub, je peux me regarder dans un miroir la conscience tranquille. Et tu le sais très bien, Jakub, qu'il y a presque 2 ans, quand tu as commencé à répandre tes délires sur Allatra, je t'ai invité à t'asseoir et à enregistrer une interview ensemble, pour parler calmement de tout cela. J'étais sincèrement curieux de savoir ce qui te poussait à inventer des saletés aussi répugnantes. Mais tu as refusé mon invitation. Et mon intention n'a jamais été de te nuire. C'est toi qui nuis à beaucoup de gens depuis bien longtemps. Moi, j'ai simplement voulu comprendre pourquoi tu fais ça. Et comme je l'ai déjà dit plus tôt dans cette vidéo, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé découvrir ce que j'ai fini par découvrir.